1812. Campagne et retraite de Russie, grande histoire et faits divers, par Sylvie Beneteau et Joël Gosset. Deuxième partie, c'est le deuxième épisode. Alors Napoléon a quitté la ville de Smolensk le 14 novembre, direction Paris. À la nuit, et par -20. Prudent, Napoléon a revêtu une pelisse polonaise. Il est coiffé d'une toque attachée sous le menton par 2 rubans noirs. Ce noir de mauvais augure va frapper la femme du régisseur de Moscou, assise sur le fût d'un canon, son fils en pleurs dans les bras. « Vous souffrez, n'est-ce pas, madame ?» lui dit Napoléon. « Sire, votre bonté me le fait oublier, » répond cette dernière. Alors Napoléon se contente de donner des ordres à ses maréchaux, mais vu la mésentente qui règne parmi eux, c'est un peu la même chose que de se donner au diable. Enfin, il est prévu que le prince Eugène doit repartir le 15, Davout le 16 et Ney le 17. Préalablement, Napoléon avait envoyé Poniatowski avec ses 700 Polonais restants jusqu'à Varsovie pour recruter de nouveaux conscrits et revenir en renfort. L'objectif de l'empereur est désormais Minsk, où sont stockés des approvisionnements et où l'armée pourrait à nouveau reprendre des forces. Mais la ville de Minsk est alors prête à tomber aux mains des Russes, et l'empereur ne le sait pas. Koutouzov, quant à lui, a poursuivi sa route et dépassé Smolensk au sud, et il pense surprendre la grande armée près de Krasnoïe. Le 15 ont lieu les premiers engagements. Alors que les troupes de Napoléon se résument à 20 000 hommes disponibles, les Russes sont au nombre de 80 000 avec 600 canons. Mais toujours aussi timoré, le général en chef russe ne s'empare pas du carrefour et ne le fait occuper que par une avant-garde qui sera bousculée par les hommes du général Claparède, et les Français peuvent entrer quand même dans Krasnoïe. Oui, et le général comte de Ségur, qui n'en est pas à une exagération près, dit « en bon ordre », seulement attaqué par quelques boulets de l'ennemi. Ce qui n'empêche pas les grenadiers de la vieille garde de se resserrer autour de Napoléon, fiers de le protéger. Leur hymne résonne. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? Mais Napoléon, qui aime pourtant la chansonnette, les interrompt. Dites plutôt « Veillons au salut de l'Empire ». Les 4000 survivants du prince Eugène, en rejoignant Napoléon, prennent leur part au salut de l'Empire. Enfin, drôle de salut, puisque les Français sont encerclés dans Krasnoïa, sauf Davout qui n'est pas encore arrivé. Mais Koutouzov, dont la vieillesse lui fait exécuter mal et à demi ce qu'il a sagement combiné, pense que Napoléon est déjà parti. La balle est dans le camp des Français. De son côté, Ney, véritable héros pendant toute cette retraite, parviendra aussi à échapper aux troupes de Koutouzov, mais il perd encore beaucoup d'hommes. Ah, Ney. Ney dit encore le rouge, le lion rouge, Michel le Rouge. Avec lui, les Français combattent mais ne se rendent pas. Il semble n'avoir jamais peur, mais comprend qu'on put avoir peur, ce qui le rend très populaire auprès de ses hommes.
Côté jardin, il a une passion, la flûte. Et une liaison voyante avec une aventurière spirituelle et jolie, mais de seconde main, puisqu'elle avait été la maîtresse de Marescot et de Davout. Enfin, ce que je dis là, c'était avant que le site de rencontre, managé par Joséphine et Napoléon, fasse ses propositions. Aglaé, Louise Augier, dite Aiglé, ancienne demoiselle de chambre de Marie-Antoinette et fille d'un receveur des finances. N'est pas très chaud. Quand il faut y aller, et les voilà mariés. Avec, pour la marier, peut-être un petit détour dans le lit de Napoléon, mais alors 5 minutes, touche comprise. Le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que la grande Aiglé, elle était grande. Agréablement tournée, mais grande et maigre. Moins qu'on puisse dire, c'est lorsqu'elle renaîtra princesse de la Moscova, elle saura tenir son rang. Un luxe tapageur, ostentatoire, vaisselle, meubles, une foule de domestiques. Bref, plus dure sera la chute pour elle aussi. Puisque tu parles de chute, il y a un dernier épisode plus que fâcheux, c'est Minsk qui tombe aux mains des Russes, avec tout son approvisionnement. Les vêtements, les vivres, les stocks de poudre, les boulets, l'artillerie, les munitions, dont les troupes napoléoniennes auraient bien besoin. La grande armée se trouve maintenant réduite à 24 000 combattants, et en plus de 25 000 traînards derrière, sans intérêt pour l'armée, car ils sont isolés et transis. Ils sont incapables de combattre. L'hécatombe parmi les chevaux a continué, et comme ils ne sont pas ferrés à glace, ceux qui survivent ont énormément de mal à tenir debout sur les sols gelés. Ceux qui s'abattent sont mangés immédiatement, et on boit leur sang pour se réchauffer, comme l'on peut. Devant cette situation, Napoléon donne l'ordre d'atteler ceux qui tiennent encore sur leurs pattes à l'artillerie, et de brûler les autres voitures inutilisables. Il brûle aussi tous les papiers qu'il avait emportés afin d'écrire, pendant les longues soirées d'hiver, les mémoires de sa vie. Peut-être avait-il en tête le titre génie du bonapartisme, mais c'était déjà presque pris. Restait mémoire d'outre-tombe. Alors pour ne pas sombrer complètement, justement, il va constituer ce qu'il va appeler l'escadron sacré, qui va être formé des officiers encore montés, et qui auront pour mission de protéger l'empereur. Les généraux feront fonction de capitaine et les colonels celle de sous-officiers. Cette unité va comprendre des officiers de toutes les nationalités, des Polonais, des Prussiens, des Wurtembourgeois, des Saxons, des Bavarois, des Westphaliens. Mais une autre mauvaise nouvelle va arriver. Les Russes se sont emparés du pont de Borisov, point de passage sur la Bérésina, qui est à 2 jours de marche. La Bérésina, dans le langage courant, c'est une catastrophe. Dans le langage courant et dans la littérature classique. Frédéric Dard, je cite, San Antonio, s'adressant à Bérurier. Ben t'arrive-t-il, gros? T'as l'air en pleine Bérésina. Je vois que nous relevons le niveau de la conférence. Revenons à la Bérésina, la pire des tragédies humaines, mais sur le plan purement militaire, c'est une victoire française. En effet, les Français vont réussir à passer ce fleuve qui charrie d'énormes glaçons, et dont le pont de Borisov, le plus accessible, est aux mains des Russes. Heureusement, le 22, le général Corbineau trouve un passage à gué grâce à un paysan lituanien. Il trouve un passage à gué entre les villages de Veselovo et de Studienka, plus au sud de Borisov. Napoléon va connaître cette nouvelle le 23. Il va immédiatement ordonner au général Léblé, commandant des pontonniers, de construire à cet endroit 2 ponts, l'un pour les fantassins et l'autre pour les voitures. Pour tromper l'ennemi, Davout a l'ordre de simuler des préparatifs de franchissement du fleuve au niveau de Borisov, ce qui effectivement va tromper les Russes. Trop beau pour être vrai cependant. Si l'armée russe vient de lever le camp et de quitter la position, et Napoléon de s'exclamer, ce n'est pas possible, j'ai trompé l'amiral.
Le corps d'armée d'Oulino va passer en tête, repousser les avant-postes russes de Tchitchakov et consolider la tête de pont. Passera ensuite la garde. Mais avant la garde, 4000 traînards qui campent sur les rives du fleuve et qui ne sont pas pressés de se risquer dans les eaux glacées de la Bérésina. Couverts de guenilles, fourmillant de vermine, épuisés, minés par la maladie, pour la première fois, grâce aux maisons de Studianka et aux forêts avoisinantes, ils ont chaud. Le sergent Bourgogne témoin. Il faisait jour, il pouvait être 8 heures, je me présente à la tête de pont et je traverse, absolument seul. S'il n'en passe qu'1, ce sera celui-là, parce que soudain la garde se règle et s'ébranle. Alors, et c'est maintenant Ségur qui raconte, on vit en un instant une masse profonde, large et confuse, d'hommes, de chevaux, de chariots, assiéger l'étroite entrée du pont et la déborder. Les premiers étaient écrasés, foulés aux pieds ou précipités dans les glaces que jarrit la Bérésina. Il s'élevait de cette horrible cohue tantôt un bourdonnement sourd, tantôt une clameur mêlée de gémissements et d'affreuses imprécations. La veuve d'un colonel tient sa fille de 4 ans dans ses bras et tente vainement d'atteindre le pont. Le chirurgien Huller l'entend s'exclamer « Ô Dieu, que je suis malheureuse de ne pouvoir même pas prier !» Du haut du ciel, 2 coups de feu, un pour le cheval, un pour la femme. Sa cuisse gauche est fracassée à hauteur du genou. Elle prend alors son enfant qui pleure, elle l'embrasse, puis de sa jarretière ensanglantée, elle étrangle la pauvre petite en la pressant contre elle. Puis elle s'assied à côté de son cheval tombé, et là, attend, sans proférer un mot. Elle est écrasée par les chevaux de ceux qui se pressent sur le pont. La traversée du pont est en effet plus que délicate. Rendez-vous compte, il n'y a pas de garde-corps et tablier est au ras de l'eau, couvert d'une couche de fumier. Il est de plus disloqué par endroits et il vacille. Les pontonniers doivent se remettre constamment à l'eau pour le consolider. « C'est bien long, mon général, c'est bien long !» trépigne Napoléon à l'encontre de l'héroïque Éblé. Oui, mais le 27, Napoléon franchit enfin le fleuve ainsi que les corps d'armée du prince Eugène, de Ney, de Poniatowski et de Junot. Victor a tenu toute la journée à Borisov et se replie sur Studianka et couvre le passage des derniers éléments. Le 28, Ney sur la rive droite et Victor sur la rive gauche sont encore victorieux des Russes. Bilan: Tchitchakov, 2000 hommes perdus. Wittgenstein et ses 4000 hommes forcés à la retraite par les 900 fantassins de Victor. Le 29, le général Éblé met le feu au pont, ce qui condamne les traînards à la mort certaine par le froid ou dans les atroces souffrances que leur feront subir les Cosaques. L'armée de l'ombre de Kutuzov. À noter qu'il ne restera du brave Éblé et de ses hommes que 2 survivants. Balzac mettra en scène l'un d'eux dans Le médecin de campagne. Néanmoins, disons-le, le passage de la Bérésina par la grande armée pratiquement encerclée est un exploit. Un exploit qui, pour une multitude, a eu le visage de l'enfer. Mais il y a eu des miracles. Par exemple, une cantinière du 33e régiment de ligne, qui avait accouché avant le commencement de la campagne, a suivi jusqu'à Moscou son régiment avec sa petite fille, qui va avoir 6 mois au début de la retraite. Eh bien, elle va survivre, curieusement mais miraculeusement, n'étant plus nourrie qu'avec du boudin de cheval. 2 fois elle fut perdue, mais on la retrouva, une fois dans un champ, une autre fois dans une maison brûlée, couchée sur un matelas. Sa mère va passer les Bérésina à cheval, avec de l'eau jusqu'au cou, en tenant son enfant sur sa tête. Eh bien, cette petite fille terminera la retraite sans même attraper un rhume. Un véritable miracle. Le fleuve
conservera la trace de la victoire. On retrouvera dans ces eaux des quantités énormes d'armes, de sel, de harnais, de caisses, de coffres contenant des plaques d'argent, des lingots d'or, des pierres précieuses, des bagues, des montres. En 1896, lorsque la rivière fut draguée, on ramènera une curieuse couche de boue noire. C'était la poudre décomposée qui atteignait 35 cm d'épaisseur. Maintenant, pour les restes de la Grande Armée, l'objectif est Vilna. Mais le froid et la faim vont encore s'aggraver. Il y aura encore plus de morts et de mourants le long de cette route interminable. Et c'est désormais le chacun pour soi qui va prévaloir. Les exemples de chacun pour soi ne manquent pas. Ainsi, un grenadier avisant un général fort molle en point au bord de la route, il s'apprête à le déchausser. « Laissez-moi donc, je suis pas encore mort, mon général. J'attendrai. » Seule la garde à ce moment reste encore opérationnelle par une cohésion intacte. Le 3 décembre, Napoléon rédige à l'intention du Moniteur. C'est le journal officiel à la botte de Napoléon, il faut le dire. C'est dit, Napoléon rédige donc le 29e bulletin de la Grande Armée, où il ne cache rien du désastre. Pour lui, désormais, il doit revenir à Paris le plus rapidement possible pour reprendre les choses en main. Et son idée est ensuite de lever une nouvelle armée de 300 000 hommes. Quand les soldats apprirent son départ, la consternation est générale, et fut sans doute l'une des causes de la débandade qui suivit quelque temps après. Il donne alors le commandement de l'armée à Murat, et le 5 décembre, il part pour la France, sous le nom d'emprunt du comte Gérard de Rênal. On n'est jamais trop prudent. Il est accompagné bien sûr de Caulaincourt, avec ses lanciers polonais pour escorte. Bien que pressé, Napoléon aurait voulu faire un détour par Lowicz, entre Varsovie et Kutno, pour voir sa maîtresse, Madame Waleska, afin de lui rendre une petite visite de grivoiserie. Marie Waleska, surnommée son épouse polonaise. Belle, jeune, pure, droite, elle lui avait été livrée par son mari, un septuagénaire compréhensif. Caulaincourt, qui n'était pas lui tout le long de la retraite dans la Chimère, avait bien sûr refusé le détour. « N'y pensez pas, sire, nous devons arriver au plus tôt aux Tuileries. » Et Napoléon répond « Oh, oublions. Oh, j'ai hâte de revoir l'impératrice et le roi de Rome. » Alors passons sur les péripéties de ce retour à Paris, mais Napoléon, ainsi chaperonné, va arriver à Paris le 18 décembre. Certes, mais peut-être peut-on donner quelques détails du voyage. Il fait froid, un froid épouvantable, un froid atroce entre Vilna et Kovno. C'est le nord, Saletchi, mais avec les traîneaux. Arrivé à Kragow, le seigneur du lieu a fait construire pour sa fille qui vient de se marier une berline montée sur patins de traîneau. Le comte accepte de la céder aux voyageurs. Dès lors, ça glisse. Le 9 décembre, on est à Pulturk. C'est là que l'on situe l'épisode de la servante polonaise tentant de construire un feu et à qui Sa Majesté jette quelques Napoléons. Tu parles d'un équipage. C'est un équipage de roi des rois en arrivant à Varsovie? Non, pas tout à fait. Une vieille caisse, une carcasse pourrie. Napoléon descend incognito à l'hôtel d'Angleterre, un comble. Passer vite, c'est maintenant l'obsession de Napoléon. Oui, et encore, il arrive à Paris le 18 décembre, comme je disais. Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi. Bon, un petit brin d'humour, ça fait pas de mal. Dans cette situation, oui, il arrive à Paris. Il est un quart d'heure avant minuit. Le temps est couvert. La température de 3 degrés lorsque la chaise de poste pénètre dans la cour des Tuileries. On monte à grande enjambée. Le perron à double rampe devant les appartements de l'impératrice. Toc, toc, toc. L'empereur entre chez l'impératrice.
se tourne vers son grand écuyer. « Bonsoir, Caulaincourt. Allez, vous devez avoir besoin de repos. » Alors Napoléon à Paris va reprendre son rôle de souverain. Il réunit ses ministres et devant eux il reconnaît ses torts. Il leur dit « La fortune m'a ébloui. Je me suis laissé entraîner au lieu de suivre le plan que j'avais conçu. J'ai été à Moscou. J'ai cru y signer la paix. J'y suis resté trop longtemps. J'ai cru obtenir en un an ce qui ne devait être exécuté qu'en 2 campagnes. J'ai fait une grande faute, mais j'ai les moyens de la réparer. Alors en attendant de réparer, retrouvons la grande armée, enfin ce qu'il en reste, à Vilna. Alors le 9 décembre, date d'arrivée à Vilna, les mêmes scènes vont se reproduire et la ville est saccagée, les magasins pillés par les premiers arrivés qui sont affamés. Les habitants de la ville épouvantés vont même fermer les portes de la ville qui furent forcées peu de temps après. Il n'y a plus aucun corps constitué, il n'y a plus de divisions, de brigades, de régiments, de bataillons ou même de compagnies. Il reste à peu près l'équivalent de 30 régiments tout compris, mais sans chef. Seule la garde réussit à reformer les rangs et à refaire ses provisions en doré et en munitions. Mais voilà, les Cosaques arrivent, il faut repartir encore. Et une fois la troupe partie, les habitants vont se venger sur les blessés qui sont nombreux et qui vont être achevés à coups de botte. On devra brûler 25 000 cadavres. Il faudra des semaines avant que les rues soient débarrassées de tous ces cadavres qui les encombrent. On marche désormais vers Kovno. Hélas, l'artillerie des derniers fourgons impériaux ne peuvent franchir les pentes verglacées du défilé de Ponary. Il faut se défaire des canons et aussi des sacs contenant le trésor de guerre, ce qui va provoquer un pillage qui ne profitera guère aux pilleurs, qui seront repris ensuite par les Cosaques et bis à mort. Le maréchal Berthier adresse à l'empereur un ultime rapport qui résume bien le dénouement dramatique. Il écrit « Je dois dire à votre majesté que l'armée est dans la débandade la plus complète, ainsi que la garde qui ne se compose plus que de 4 à 500 hommes. Les généraux et les officiers ont perdu tout ce qu'ils possédaient. La plupart d'entre eux ont telle ou telle partie du corps gelée. Les routes sont jonchées de cadavres. Les maisons sont bondées de mourants. Toute l'armée ne représente plus qu'une colonne étirée sur une longueur de quelques lieues, qui part le matin et s'arrête le soir sans recevoir aucun ordre. Les maréchaux marchent avec tout le monde. Sire, l'armée n'existe plus. » En confiant l'armée à Murat, l'empereur lui avait demandé d'arrêter la retraite et de réunir les restes de l'armée sur cette place forte, pendant que lui-même en France lèverait une nouvelle armée forte de 300 000 hommes. Hélas, Murat ne pourra pas garder Vilna, de même qu'il ne pourra pas garder Kovno. Il poursuit sa retraite et arrivé à Königsberg le 19 décembre, il apprend que le corps d'auxiliaires prussien vient de signer une convention de neutralité avec les Russes. Il est alors obligé de se replier vers Elbing, puis sur Posen. Nous sommes le 16 janvier. Et puis coup de théâtre. Murat, qui en a sans doute assez, laisse le commandement des troupes au prince Eugène et regagne tout bonnement son royaume de Naples. Murat se croit des talents politiques supérieurs, disait Napoléon. Mais la reine a plus d'énergie dans son petit doigt que le roi dans toute sa personne. Donc toujours aimable, à partir de Vilnius, les Français vont avoir un nouvel ennemi, les poux et une bactérie agent de transmission du typhus. Enfin, Kutuzov fait son entrée à Vilna le 12 décembre. L'armée russe, épuisée elle aussi, est tombée à 35 000 hommes et 250 canons, et les soldats ne veulent plus combattre. Le 14 décembre seulement, 20 000 Français repasseront le Niemen, et c'est encore Ney qui assurera leur retour en contenant les Russes avec son arrière-garde, qui ne compte que 600 hommes.